j'appelle Franck Barat à venir nous rejoindre. Bonsoir Franck, alors vous êtes originaire de Strasbourg. Pour cette session, on a pas mal de personnes qui sont exogènes aux Hauts-de-France. Vous avez une formation scientifique et plutôt un profil technique. Vous avez débuté votre carrière au CNRS en tant que chargé de recherche, ensuite plutôt chez BPI en chargé d'affaires innovation. Puis vous reprenez une entreprise au-delà des frontières françaises puisque vous allez en Hongrie avec la reprise d'une entreprise familiale dans l'industrie agroalimentaire où vous restez 3 ans. Retour en France ensuite chez Velchem, puis SNF Fluerger, 2 importants chimistes. Et votre arrivée dans les Hauts-de-France se fait au sein de la SAT-Nord, un organisme que vous connaissez très probablement, facilitateur dans le transfert de technologies. C'est là que vous rencontrez votre associé Frédéric Sauvage, directeur de recherche au CNRS, et ensemble, vous fondez G-Light, dont vous allez tout de suite nous expliquer le fonctionnement. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà vu ici il y a 1 an et demi où je présentais un projet de mettre en place un pilote industriel et d'arriver à un premier produit commercial. Et vous verrez qu'on a largement dépassé ces objectifs et c'est pour ça qu'on revient ici. Mais j'aime bien commencer avec une question. Et à votre avis, combien de piles y a-t-il dans votre foyer? Est-ce que vous avez une idée? 20, 50? Non. Eh bien, il y en a 106 en moyenne dans un foyer. Seulement 50% de ces piles et batteries sont recyclées aujourd'hui en Europe. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, on jette 72 millions de piles par jour. Et ce chiffre, il va continuer à augmenter parce qu'on prévoit plus de 30 milliards d'objets connectés, principalement alimentés avec des piles et des batteries d'ici 2030. Et donc, il est urgent de trouver une solution. Et là, vous allez me dire, on n'a qu'à prendre une cellule photovoltaïque qu'on va mettre sur ces objets connectés et on va les rendre autonomes. Mais le photovoltaïque qui fonctionne à l'extérieur ne va pas fonctionner à l'intérieur parce qu'il y a des spectres lumineux qui sont différents et surtout, il y a des puissances lumineuses qui sont jusqu'à 100 fois plus faibles. Et c'est pourquoi il y a des technologies qu'on appelle photovoltaïque indoor qui vont convertir la lumière artificielle en électricité pour alimenter ces appareils. Mais ces technologies, elles restent peu performantes, elles ont des problèmes de stabilité dans le temps et surtout, elles vont se dégrader si on les expose à des luminosités trop fortes, typiquement au soleil. Et c'est là où vraiment on introduit une rupture. C'est-à-dire qu'on a développé une cellule photovoltaïque indoor qui est basée sur la technologie des cellules à colorants. Donc c'est un biomimétisme de la photosynthèse naturelle des plantes. Et on atteint des performances qui sont jusqu'à 3 fois supérieures aux technologies classiques du photovoltaïque indoor, avec une durée de vie de 15 ans et surtout sans produits toxiques ou critiques. Et ça permet d'alimenter des capteurs complexes sur la durée. Typiquement, un capteur, c'est plus de 10 ans. Ou bien on participe à la miniaturisation de ces appareils parce qu'il nous faut 2 à 3 fois moins de surface pour alimenter le même appareil. Et c'est justement ça qu'il nous faut sur les 2 premiers marchés qu'on vise. C'est-à-dire tout d'abord les capteurs de Smart Home, Smart Building, typiquement le plus simple, un capteur de température ou d'humidité, mais j'aurai d'autres exemples après. Et là, sur un marché qu'on estime à 1,1 milliard d'appareils équipés de photovoltaïque indoor d'ici quelques années, on apporte vraiment cette puissance pour les alimenter. Et également, on est la seule technologie qui permet d'apporter de la puissance sur des durées qui vont au-delà de 10 ans. Et sur ces marchés, on travaille déjà avec des entreprises comme Nodon en France, SMK au Japon ou encore Dryad en Allemagne. Le deuxième marché qui est très important pour nous et sur lequel on va se focaliser sur cette première phase, ce sont les montres connectées. Là, en plus de la puissance et de la stabilité, on a besoin d'une technologie qui va être stable ou qui va résister à un rayonnement direct du soleil. Parce que forcément, vous avez une montre, à un moment de la journée, vous allez sortir, vous allez voir le soleil. Et là, on est la seule technologie qui est capable d'être performante en indoor et qui va résister au rayonnement direct du soleil. Donc il n'y a aucun de nos concurrents qui est arrivé à ce niveau aujourd'hui. Donc pour attaquer ces 2 marchés, nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique la cellule et on la vend au fabricant, qui, lui, va l'intégrer dans son appareil.
on repose notre stratégie commerciale sur 2 piliers. Le premier, c'est une force de vente localisée, située en Europe, à Taïwan et au Japon, avec un support technique dédié. Et le deuxième, c'est une approche duale du marché, c'est-à-dire d'une part, on va vendre en direct et collaborer avec les fabricants, donc les OEM, ODM, comme on les appelle dans l'industrie électronique. Et d'autre part, on va avoir une approche aussi indirecte, travailler avec des distributeurs spécialisés et des agences de design électronique qui intégreront nos cellules dans leurs projets. Donc pour cette première phase, l'important et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on a choisi une stratégie industrielle agile avec beaucoup de souplesse et de modularité parce qu'il faut aller vite et en même temps, il faut limiter les investissements en CAPEX. Et donc là, avec un investissement limité de 3 millions d'euros, on peut passer très rapidement, en 6 mois, d'une production actuelle de 40 000 cellules par an à une production de 1,8 million de cellules par an et monter ensuite progressivement en fonction de l'évolution de la société et de l'évolution du marché. Et ça, Et donc, on va générer d'ici 5 ans un chiffre d'affaires qui avoisinera les 30 millions d'euros avec une marge nette supérieure à 20%, et ça grâce à des économies d'échelle qui nous permettront aussi d'avoir des prix plus compétitifs et d'aller sur d'autres marchés et d'aller vers d'autres clients. Donc G-Lite, c'est une spin-off du CNRS que j'ai co-créé avec Frédéric Sauvage en 2019. Et depuis 2024, depuis la dernière fois qu'on est passé ici, on s'est vraiment attaché à structurer l'entreprise pour cette montée en échelle. Donc on a toujours 5 personnes en R&D qui continuent le travail débuté il y a plus de 15 ans au CNRS. Et on a déjà 5 personnes en sales et le reste sur la production et l'industrialisation. Je dirais les plus gros changements, c'est venu sur le renforcement de l'équipe dirigeante, parce que là, on a un vrai projet industriel où je suis allé chercher Christophe Durand, qui est un dirigeant industriel, qui est passé par les entreprises comme GlaxoSmithKline ou encore Pierre Fabre, et qui a été CEO d'une entreprise avec des VC à l'intérieur, qu'il a revendu ensuite à plus de 200 millions d'euros et qui va prendre la présidence de la société. Et sur la partie commerciale, on a Kevin Sung, qui est l'ancien directeur commercial de Texas Instruments pour l'Asie et qui nous a rejoint pour piloter cette partie. Donc pour réaliser cette opération, on a une levée de fonds de 6 millions d'euros, dont 3,5 millions en capital. Et la majeure partie sera utilisée, bien sûr, sur l'industrialisation, donc les CAPEX, et une grosse partie aussi sur le développement commercial. Et là, on avance déjà avec quelques fonds pour un closing qui est prévu sur le dernier trimestre. Et on avance aussi sur la partie non dilutive. Voilà, donc si vous voulez investir dans une entreprise des Hauts-de-France avec un fort caractère innovant et avec un impact environnemental et des applications dans votre vie de tous les jours, venez me voir après ou bien posez vos questions maintenant et vous aurez aussi accès à une data room si cela vous intéresse plus. Merci beaucoup Franck pour ces explications. Vous avez parlé dans votre pitch d'une ligne de production qui est située, je le rappelle, à Amiens. Qu'est-ce qui est concrètement fabriqué en Picardie? Est-ce qu'on peut dire que c'est un produit majoritairement Hauts-de-France? Ah oui, c'est un produit made in Hauts-de-France. Il y a quelques produits, matières premières qu'on achète à l'extérieur, mais il est totalement fait dans les Hauts-de-France. Vous avez parlé un peu de votre concurrence. Qui sont vos concurrents? Quelles sont justement les forces de G-Lite par rapport aux autres? Ouais, donc la concurrence, elle est en deux parties. Il y a les technologies anciennes qu'on connaît tous, qu'on a eu dans des montres Casio ou dans nos calculatrices. Ça, c'est ce qu'on appelle le silicium amorphe. C'est fabriqué quasi exclusivement en Asie. C'est très peu performant. Ça ne peut pas alimenter des objets qui communiquent ou avec des fonctions complexes. Par contre, c'est fabriqué en grande quantité. Et ensuite, il y a les nouvelles technologies qu'on appelle photovoltaïques de troisième génération. Bon, c'est un peu barbare. Et qui sont là, pour le coup, principalement fabriqués en Europe et aux US. Nous, bien sûr, nos principales différences, et c'est ça l'ADN de G-Lite, c'est qu'on est les seuls au niveau mondial à avoir été capables de stabiliser dans le temps des très hauts niveaux de performance de nos cellules.
Moi, j'avais une question sur votre chiffre d'affaires. On a vu votre graphique. Vous annoncez un chiffre d'affaires pour 2025. Ouais. Aviez-vous déjà du chiffre d'affaires en 2024 et si oui, avec quels clients? Et là, sur les 6 premiers mois de 2025, quel est votre chiffre d'affaires? Quels sont peut-être déjà les premiers contrats signés? Oui, alors nous, on est encore quasi en pré-revenu. Donc l'industrie électronique, c'est assez particulier parce que on s'intègre dans les appareils. Donc les industriels, ils ont besoin d'investir pour intégrer notre produit. Et donc, ils ont besoin de visibilité sur notre capacité à les fournir sur les prochaines années. Et on parle de marché de 100 000, 200 000, jusqu'à 1 million ou plusieurs millions d'unités par an. Donc, il y a beaucoup de marques d'intérêt. On est en train de signer les premières LOI avec des grands noms, notamment Weezings ou Dryad. Et Nodon aussi, on avance avec eux sur des quantités importantes de plusieurs centaines de milliers. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'on est encore pré-revenu, ce qui est relativement normal dans l'électronique. Du coup, je suppose qu'il y a des brevets qui ont été déposés par rapport à votre produit. Donc ça, c'était une première question. Et l'anticipation de cette hausse de production, donc là, vous fabriquez sur Amiens. Est-ce que vous avez déjà prévu cette expansion-là et vous avez déjà des endroits où fabriquer les quantités nécessaires? Oui, tout à fait. Là, il ne reste plus qu'à donner le go. Il y a tout le programme industriel, tout le plan industriel, le local, tout est trouvé. Et là, vraiment, c'est une question de financer cette partie avec cette levée de fonds. Et j'irai encore plus loin, c'est que même la deuxième phase pour passer à 10 millions de cellules, elle est déjà aussi prévue, techniquement. Un de vos marchés sont les montres de sport, entre autres. Vous avez parlé du Weezings, de Garmin. Garmin, c'est une entreprise américaine. Aujourd'hui, vous êtes implanté en Europe, en Asie, pas aux US. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie de développement pour pouvoir travailler avec ces grands groupes américains? Oui, enfin, on a la chance que Garmin et ses unités de recherche qui travaillent sur justement l'automatisation des montres dans le sud de la France, avec beaucoup de monde qu'on connaît là-bas. Je me suis beaucoup posé la question pour aller aux États-Unis, mais après, on n'a pas la taille critique suffisante. C'est-à-dire s'occuper déjà, aller sur l'Asie avec notre taille, ça représente déjà beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et là, on n'a pas les moyens ni humains, ni techniques, ni de production pour suivre un développement aujourd'hui sur les US. Mais oui, les US... ça reste compliqué quand même avec la situation du dollar, avec la situation politique. Donc l'Asie, ça reste notre marché prioritaire avec l'Europe. On a une question sur la raison de votre présence à Taïwan et au Japon. Est-ce que c'est plus une collaboration technique pour peut-être, pourquoi pas, fabriquer des cellules là-bas, ou c'est vraiment dans le cadre d'une expansion de G-Lite? Oui. Enfin, on a une force de vente et un support technique qui sont basés à Taïwan. Et je dirais pour l'électronique, toute la sous-traitance se fait là-bas. Et donc, il faut être présent là-bas. Les plus gros clients sont là-bas. Et ce qui est important, c'est... Ceux qui ont déjà travaillé sur l'Asie, c'est très particulier comme clientèle. Il faut beaucoup de réactivité. Généralement, pour le personnel technique, il faut parler chinois. Et donc, on a préféré, avec l'opportunité de pouvoir recruter Kevin, intégrer cette force de vente. Maintenant, ce n'est pas exclu que dans le futur, on ait une production locale en Asie. Parce qu'un des freins aussi, ce sont les coûts de transport. Et ça, c'est à prendre en compte. Et les coûts de transport et les coûts douaniers. On a une autre question, on va en parler un tout petit peu des brevets, mais pour y revenir, est-ce que vous détenez la propriété de votre technologie à 100%? Avec le CNRS, on ne possède pas les brevets. S'ils font jamais comme ça, ils ne vendent pas les brevets. On a une licence exclusive d'exploitation sur des brevets qui ont commencé en 2015, qui ont été développés en 2015, internationaux, étendus aux US aussi. Et donc ça, c'est pour la partie chimie, ce qui est à l'intérieur de la cellule. Et après, on a développé un process qui est totalement unique. On est les seuls à faire ce process. Bon, pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter après. Et là, on a également une licence exclusive d'un autre industriel sur ce process. Et ce sont des brevets qui ont été déposés en 2017. Donc on a encore du temps pour pouvoir venir. Pour les royalties, ils sont bas. Ça a été bien négocié.
J'ai une dernière question parce qu'on va arriver bientôt à la fin du temps de questions. Vous parliez tout à l'heure de pouvoir recycler votre solution. Effectivement, on voit que les piles, c'est tout un système. Comment vous recyclez? Qui recycle? Et que devient du coup, au bout des 15 ans de vie, la charge du photovoltaïque? Ouais, on a rédigé un brevet là qu'on est en train de déposer sur le recyclage. Donc nous, on est capable de recycler à plus de 99,5% la cellule. Donc ça, c'est un brevet qu'on est en train de déposer pour protéger plus. Dans le recyclage, dans les D3E, les trucs comme ça, le plus important, c'est toujours la captation du flux. Là, ce sera pareil. Donc, est-ce qu'on est capable de capter le flux? Par contre, ça présente un énorme avantage par rapport au reste, c'est que comme on est quasi totalement recyclable, eh ben, les industries de l'électronique, elles ont l'obligation d'avoir un certain pourcentage de recyclabilité de leurs produits. Et nous, on vient justement leur apporter, leur permettre ça. Merci beaucoup Franck. On avait encore pas mal d'autres questions de la salle.